Donc, prise en charge des patients qui ont un sarcome des tissus mous métastatique, puisqu'Axel vous a parlé des tumeurs localement évoluées et en situation post-opératoire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même on a quelques molécules qui sont à notre disposition pour prendre en charge ces patients métastatiques qui correspondent finalement dans le recrutement d'un oncologue médical à presque 50% du recrutement que l'on a chaque année. En fait, on reçoit presque un patient sur 2 métastatiques. Ce sont surtout des patients qui ont des sarcomes donc, de grade 3 qui étaient au départ localisés et qui auront presque 40 à 50% de risque de devenir métastatiques, ou des patients qui se présentent avec un sarcome des tissus métastatiques d'emblée avec des métastases pour 10 à 20% d'entre eux. La situation va être un peu différente entre le patient qui va avoir finalement quelques petites métastases, uniquement pulmonaires, 5, 8 métastases, soit moins de 10, et celui qui va se retrouver avec un véritable lâcher de ballon et 1, 2 ou 3 sites métastatiques. Et c'est vrai que la prise en charge de ce fait va être influencée par est-ce qu'on va pouvoir traiter à un moment donné localement les métastases qui vont être donc vont se présenter à nous. Donc tout ça pour vous dire qu'on va essayer d'adapter au mieux la prise en charge médicale en sachant que à l'heure actuelle, dans les traitements qui sont à notre disposition, on a encore et toujours des vieux cytotoxiques, à commencer par l'adriamycine, que ça vous en a parlé, et l'ifosfamide, avec les effets secondaires quand même sévères de ces 2 cytotoxiques. À l'heure actuelle, donc lorsqu'on prend en charge un patient qui a un sarcome des tissus mous, quel que soit le sous-type histologique, parce qu'on va voir que toutes les études qui ont été faites jusqu'à finalement 2019, on a mélangé des salades, des carottes et d'autres légumes et fruits variés en considérant que tous ces patients avaient des sarcomes des tissus mous métastatiques. Certes, leur point commun était qu'ils avaient des métastases, mais tous n'ont pas la même chimiosensibilité ni la même radiosensibilité. Donc à l'heure actuelle, en 2019 et je dirais même en 2020, la prise en charge de référence pour un patient qui a des métastases, quelle que soit celle-ci, va être de le mettre sous chimiothérapie. Si vous regardez cette diapositive, il y a un très grand nombre d'études qui ont été faites depuis la fin des années 80 jusqu'au milieu des années 2000 qui ont comparé une monothérapie avec de l'adriamycine à bonne dose versus une bithérapie avec de l'adriamycine, du cyclophosphamide ou de l'adriamycine, de dudéticène ou de l'adriamycine et de l'ifosfamide. Ce que donne la bithérapie par rapport à la monothérapie, c'est surtout que ça va augmenter le taux de réponse objective. Donc ça peut être intéressant d'augmenter le taux de réponse objective si à un moment donné vous voulez traiter les métastases de votre malade. Donc oui, ça augmente le taux de réponse objective et éventuellement ça peut augmenter la survie sans progression. C'est tout. En tout cas, la bithérapie ne va pas permettre d'améliorer la survie globale du malade. C'est ce que montre cette diapo. Et c'est surtout ce qu'a montré une large étude de phase 3 randomisée qui a été faite par les ORTC. Et pour une fois, une étude qui avait été bien menée, puisque ce sont des patients qui avaient été sélectionnés parce qu'il y avait un sarcome de haut grade, qui n'avaient jamais reçu de chimiothérapie en situation localisée, qui étaient en bon état général. Et cette chimiothérapie a donc comparé la monothérapie par adriamycine à la dose donc, de référence, pour nous, qui est une dose élevée, 75 mg par mètre carré, à une bithérapie par doxorubicine ifosfamide, là encore avec une dose ifosfamide qui était donc acceptable, c'était 9 g par mètre carré par cycle, avec un facteur de croissance hématopoïétique. L'objectif, c'était de quoi? C'était de vérifier si finalement la bithérapie pouvait faire mieux en termes de réponse objective, en termes de survie sans progression et surtout en termes de survie globale par rapport à la monothérapie. Quand même 455 patients qui ont été donc inclus sur presque 10 ans. Énorme. Et donc long pour avoir la réponse. La réponse, elle est malheureusement conforme aux études de phase 2 ou 3 qui étaient déjà connues. C'est que oui, la bithérapie par adriamycine et ifosfamine à dose correcte, satisfaisante, quasiment double le taux de réponse objective. Donc ça peut être intéressant pour certains patients. Deuxièmement, est-ce que la bithérapie améliore la survie sans progression de ces malades? La réponse est oui. Vous voyez que la médiane de survie sans progression avec une monothérapie par doxorubicine, c'est même pas 5 mois, c'est pas beaucoup. Et on passe à 7,4 mois. C'est à peine un peu mieux. Par contre, est-ce que finalement on va améliorer la survie globale de ces patients qui, je rappelle, sont métastatiques, donc avec peu d'espoir souvent d'être guéris, d'être mis en rémission complète? La réponse est non. La bithérapie ne va pas améliorer leur survie globale. Ce qu'on regarde quand même, c'est que finalement, dans les 2 premières années, il y a une petite différence en termes de survie globale, mais qu'on perd rapidement. Et par contre, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quels sont les patients qui sont très longs survivants après cette première ligne de chimiothérapie. Par contre, ce que l'on sait aussi très bien avec la combinaison donc, des 2 cytotoxiques, c'est que c'est vraiment nettement plus toxique, avec beaucoup plus d'effets secondaires, notamment à type de leuconeutropénie et notamment de toxicité rénale. Donc plus de patients qui arrêtent leur bithérapie par rapport à la monothérapie. Donc c'est mieux en termes de réponse, c'est mieux en termes de survie sans progression, oui, ça n'améliore pas la survie globale, mais par contre c'est beaucoup plus toxique.
Donc à l'heure actuelle, il faut savoir que la monothérapie par doxorubicine, même en 2020, parce qu'on y est presque, reste le traitement standard. Vous allez me dire, il n'y a pas eu que ces études-là. Non, il y a eu même d'autres études de phase 3 encore plus récentes. Évofosfamide, qui est un agent alkylant qui a été comparé à la doxorubicine, le palifosfamide, un alkylant aussi qui a été comparé à la doxorubicine, l'aldoxorubicine, qui est une autre forme de doxorubicine qui a été comparée à la doxorubicine, et l'association de doxorubicine plus un anticorps monoclonal anti-PDGFR-alpha, qui là aussi a été comparé à la doxorubicine, tout ça des phases 3, bien menées, randomisées. Objectif, montrer que la bithérapie faisait mieux que la monothérapie ou que le nouveau médicament faisait mieux que la doxorubicine. Ce sont toutes des études qui sont révélées négatives. Donc même en 2020, la monothérapie par doxorubicine reste le traitement de référence. Si la maladie est vraiment polymétastatique, si donc le patient ne peut pas à un moment donné recevoir, donc notamment avoir un traitement local sur des métastases qui sont en petit nombre. Si par contre on a un patient, je ne considère pas l'âge, mais en tout cas qui est en bon état général et surtout pour lequel à un moment donné on pourrait traiter ces métastases par chirurgie ou par voie radiologique, à ce moment-là, il peut y avoir un intérêt à utiliser la combinaison. Et puis bien entendu, autre possible traitement, si on a un essai clinique à l'heure actuelle. Typiquement, il n'y en a pas. En tout cas, toutes ces études ont été faites clairement en mélangeant tous les sous-types histologiques de sarcome, je dirais malheureusement. Alors, est-ce que dans les nouveautés, puisqu'on a peu de médicaments nouveaux, est-ce qu'on peut avancer dans la réflexion de la prise en charge de ces patients métastatiques? Oui, probablement, car il faut savoir adapter maintenant nos traitements médicaux aux sous-types histologiques des sarcomes que nous avons. Donc, on va essayer d'adapter, si possible, le traitement médical des patients métastatiques aux sous-types histologiques. Alors, est-ce que cela a été fait? Est-ce qu'il y a des réponses? Alors, il y en a peu. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a au moins une réponse et vous trouverez une référence qui est notamment dans des sarcomes qui sont rares. Les angiosarcomes font partie des rares sarcomes des tissus mous, où finalement, au lieu d'utiliser la doxorubicine, on peut utiliser donc un taxane hebdomadaire, comme du taxol hebdomadaire, consensuellement. Ça marche aussi bien en termes de réponse, en termes de médiane de survie sans progression que de la doxorubicine, et surtout, c'est quand même beaucoup mieux toléré. Donc, ça fait partie, donc, dans les consensus d'experts de la Société européenne d'oncologie médicale, vous pouvez utiliser le paclitaxel. Donc, c'est une piste de réflexion. Deuxième piste de réflexion, il y a quand même des sarcomes qui sont sensibles à certains cytotoxiques, notamment les synovialosarcomes, qui sont très hautement sensibles à l'ifosfamine, à dose standard, mais surtout à haute dose. Et on voit sur cette diapositive que les taux de réponse à l'ifosfamine, là où on les trouve les plus élevés, ce sont chez les patients qui ont des synovialosarcomes. Donc, chez un patient qui a un synovialosarcome, clairement, la première ligne de prise en charge va être basée, si possible, sur une bithérapie par adriamycine ifosfamide, ou si le patient ne va pas recevoir de l'adriamycine, en tout cas à base d'ifosfamide. Donc, deuxième piste, on peut adapter cette chimiothérapie au sous-type histologique. Et puis aussi, troisième piste de réflexion, ce qu'on a vu aussi, et ça à partir d'études rétrospectives, c'est que finalement, un autre sous-type de sarcome qui fait partie des plus fréquents, qui sont les léiomiosarcomes, eux, finalement, répondent peu à l'ifosfamide en monothérapie. Donc finalement, si vous avez un patient qui a un léiomiosarcome, qu'il soit utérin ou qu'il soit extra-utérin, il n'y a pas tellement d'intérêt d'utiliser donc de l'ifosfamide chez ces patients-là. Par contre, on peut utiliser d'autres médicaments dont on parlera plus tard, et bien sûr, de l'adriamycine. Et puis quand même, le groupe Sarcome français travaille aussi sur ces sous-types histologiques de sarcome. On s'est aperçu qu'il y avait très peu d'études en première ligne métastatique, et donc on en a mené une en tout cas chez les patients qui avaient des léiomiosarcomes, qu'ils soient utérins ou autres, et en combinant de la doxorubicine à un autre cytotoxique qui est la trabectidine dont je vais vous parler, on a fait cette étude de phase 2 et qui a montré des taux de réponse vraiment exceptionnellement élevés, avec quand même donc des taux de réponse partielle, donc vous voyez, de 22%, ce qui était de 30%, pardon, ce qui était élevé, et surtout une médiane de survie donc sans progression qui était donc un peu plus de 8 mois. Ceci étant, l'étude de phase 3 qu'on a souhaité mener après cette étude très intéressante en phase 2 et a été fermée au recrutement. Donc finalement, on aura la réponse l'année prochaine. Est-ce que chez les patients qui ont des léiomiosarcomes, on utilise toujours la driamycine en première intention, ou est-ce qu'on peut combiner la driamycine à la trabectidine, suivie d'une maintenance par trabectidine chez ces patients-là? Pas de données pour le moment. Une fois que les patients ont reçu ce traitement en première ligne métastatique, qu'est-ce que l'on fait? En général, donc, on fait un traitement pour 3 mois, pour 3 cycles, on évalue. Si les patients sont en réponse, en maladie stable, on va poursuivre le même traitement. Pendant combien de temps? En général, on poursuit ce traitement-là, quand il est efficace, pendant 6 cycles au total. Et puis, à l'heure actuelle, les recommandations sont plutôt d'arrêter le traitement et d'attendre donc que le patient reprogresse.
Il arrive malheureusement dans un peu plus de 30% des cas que le patient ne réponde pas donc, à cette première ligne de traitement et donc progresse sous ce traitement-là. Ou après une pause thérapeutique, se mettent à progresser. Que fait-on? Est-ce qu'il y a donc des molécules qui sont indiquées en deuxième ligne de traitement? La réponse est oui. Maintenant, il faut quand même se pencher sur comment est-ce qu'on considère une molécule, un traitement médical efficace chez les patients qui ont les sarcomes des tissus métastatiques. Vous avez ici cette diapositive qui vous le montre. Les ORTC avaient travaillé donc sur cette problématique-là et donc au début des années 2000. Qu'est-ce que ça veut dire? Un cytotoxique ou une thérapie médicale qui est active en deuxième ligne de traitement chez les patients qui ont un sarcome des tissus métastatiques, ça veut dire que la médiane le taux de non-progression à 3 mois doit être au moins de 44%. C'est-à-dire qu'il doit y avoir 44% de patients non progressifs à 3 mois ou 14% de patients non progressifs à 6 mois. C'est quand même pas des choses exceptionnellement attractives. En tout cas, c'est ce qui définit actuellement un traitement actif donc, chez les patients qui ont des sarcomes des tissus mous. Qu'est-ce qu'on a de ce fait qui peut être utilisé et qui est approuvé en seconde ligne après un échec à l'adriamycine ou après une chimiothérapie à base d'adriamycine? Alors, il y en a plusieurs. Et là aussi, vous verrez que finalement, ces différents médicaments sont finalement adaptés au sous-type histologique de sarcome. Le premier traitement qui a été approuvé en deuxième intention, après échec donc, de l'adriamycine, c'est un traitement anti-angiogénique, un inhibiteur de VEGF récepteur, qui est donc du pazopanib. Cette étude avait été faite au début des années 2000 chez les patients qui avaient un sarcome des tissus mous métastatiques en excluant les histologies de liposarcome. Les patients donc recevaient soit un traitement par placebo, soit recevaient un traitement par anti-angiogénique oral. Ils avaient 2 chances donc, sur 3 de recevoir le traitement par pazopanib. L'objectif principal de l'étude était donc la survie globale. Les patients pouvaient avoir reçu au moins 2 lignes de traitement médical, donc de chimiothérapie de phase métastatique. Qu'a montré cette étude? Chez les patients qui avaient un sarcome des tissus métastatiques et qui étaient donc divisés en 3 groupes, les léiomiosarcomes, les synovialosarcomes et les autres sarcomes des tissus mous, c'est que clairement, le pazopanib, donc, qui était un traitement oral donné quotidiennement, faisait beaucoup mieux que le placebo, puisque vous voyez que la médiane de survie sans progression est passée de 1,6 mois, ce qui est vraiment très faible. On voit comment progressent les patients qui ont un sarcome des tissus métastatiques sous placebo, versus 4,6 mois sous pazopanib. Et puis par contre, quand on regarde donc, en termes de réponse et en termes de survie, les médianes de survie globale sont tout à fait superposables et les courbes de survie globale sont tout à fait superposables. Donc oui, il y avait un bénéfice à ce que le pazopanib soit donc, donné chez ces patients-là, et surtout ce bénéfice a été retrouvé dans toutes les strates de sarcome, les léiomios, les synovialo, les autres sarcomes. C'est à partir de cette phase 3 randomisée que le médicament donc, a été approuvé chez les patients qui ont un sarcome des tissus métastatiques, toutes les histologies en dehors des liposarcomes. Donc ça fait partie d'une thérapie qu'on peut donner en deuxième intention. Est-ce qu'on a d'autres thérapies qu'on peut donner à l'heure actuelle en deuxième intention si le patient a progressé sous doxo seul ou doxo plus autres médicaments? Oui, il y en a un autre, qui est donc un autre cytotoxine, qui est dérivé d'un mollusque marin, qui va agir sur l'ADN, qui est la trabectédine. Ce médicament a été longuement étudié dans plusieurs études de phase 2, mais seulement 2 études de phase 3 ces 15 dernières années. Cette étude de phase 3, qui est quand même la phase pivotale qui a permis son enregistrement donc, du médicament donc, aux États-Unis, qui s'est intéressée à qui? Qui s'est intéressée donc, aux patients qui avaient donc, des sarcomes des tissus métastatiques, mais de seulement 2 sous-types, les léiomiosarcomes et les liposarcomes, puisque sur les connaissances que l'on avait des études de phase 2 précédentes, on voyait que ce traitement était le plus efficace, donc c'est L-sarcoma. Donc ces patients ont pu recevoir soit une bithérapie avec doxo-ifo, soit 2 lignes de monothérapie, puis pouvaient participer à cette étude. Ils étaient randomisés, soit ils recevaient du déticène, la dacarbazine, qui fait partie des médicaments qui sont à notre disposition à l'heure actuelle, soit de la trabectédine. 2 chances sur 3 de recevoir la trabectédine. Objectif principal de cette étude, là encore, c'était la survie globale et non pas la survie sans progression. Là encore, vous voyez qu'on a des patients donc, qui avaient soit des léiomiosarcomes ou des liposarcomes. Et quand on regarde les léiomiosarcomes, presque autant de léiomiosarcomes utérins que non utérins. Que montre cette étude? Premièrement, que la survie donc, sans progression est nettement meilleure avec donc, la trabectédine. La médiane de PFS, vous voyez, multipliée quasiment par 3. On passe de 1,5 à 4,6 mois. Donc ça va finir. Et deuxièmement, ceci pour vous montrer que le médicament agit aussi bien chez les patients qui avaient des léiomiosarcomes, qu'ils soient d'ailleurs utérins
ou non utérin, la chimiosensibilité à ce médicament est tout à fait superposable et marche aussi très bien dans les liposarcomes. Quand on regarde finalement en termes de survie globale, ce qui était quand même l'objectif principal de l'étude, vous voyez que aussi bien dans les leiomyosarcomes que pour les patients qui ont les liposarcomes, la médiane de survie globale est tout à fait superposable entre ceux qui reçoivent de la trabectidine et ceux qui reçoivent de la dacarbazine. Et les courbes de survie sont également tout à fait parallèles. Donc oui, la trabectidine va contrôler et longtemps les liposarcomes et les leiomyosarcomes, mais en termes de survie globale, vous voyez que dans l'étude, il n'y a pas de différence. Le profil de tolérance du médicament est tout à fait acceptable. Donc, se basant sur cette étude de phase 3, le médicament donc, a été approuvé aux États-Unis et je dirais dans le reste du monde et en Europe également. Troisième médicament qui est à notre disposition, donc après l'anti-angiogénique, après la trabectidine, on a un autre qui est donc un poison du fuseau qui va agir sur le microtubule, qui est donc l'éribuline. Alors l'éribuline, qui est une petite molécule elle aussi, qui s'administre elle aussi par voie intraveineuse comme la trabectidine, a été donc étudiée dans différents sous-types histologiques de sarcome, dans les phases 2, avec des résultats qui semblaient très très encourageants. Et puis là aussi, une étude de phase 3 a été menée pour savoir si finalement l'éribuline pouvait être intéressante par rapport aux médicaments de référence chez les patients qui avaient un sarcome des tissus métastatiques après échec à la doxorubicine, qui restait la dacarbazine. Donc l'étude a été menée chez les patients qui avaient soit un leiomyosarcome, soit un liposarcome métastatique. Là aussi, ce sont des patients qui avaient été pré-traités, qui avaient reçu au moins 2 lignes de traitement de maladie métastatique avant de rentrer dans l'étude. Toujours des patients qui sont très sélectionnés avec un très bon état général. L'objectif de cette étude était là aussi la survie globale. Donc les patients recevaient une chance sur 2 de recevoir l'éribuline ou la dacarbazine. Vous voyez ici que quand on regarde les résultats en termes de médiane donc de survie globale, on a donc une survie globale améliorée chez les patients qui reçoivent la dacarbazine. Alors ceci, et c'est quand on combine les 2 sous-types histologiques, les leiomyo et les liposarcomes. Quand on regarde et qu'on fait une analyse sous-type par sous-type, on s'aperçoit que finalement, il semble que l'éribuline soit beaucoup plus efficace chez les patients qui ont des liposarcomes que chez les patients qui ont des leiomyosarcomes. Et quand on regarde de manière encore plus attentive le groupe de patients qui avaient des liposarcomes, qu'on regarde les résultats en termes de survie sans progression et les résultats en termes de survie globale, on s'aperçoit que l'éribuline est vraiment très efficace chez les patients qui ont un liposarcome, permettant donc d'améliorer significativement la PFS, puisqu'on passe de 1,7 à 2,9 mois, mais également satisfait le critère principal de l'étude qui est que l'éribuline va améliorer la survie globale de ces malades. Oui, parce qu'elle la double, passant de presque 9 mois à presque 16 mois. Donc là aussi, c'est un médicament qui a été approuvé chez les patients qui ont des liposarcomes, et ça a été approuvé exclusivement chez les patients qui ont des liposarcomes et qui ont reçu au moins 1, voire 2 lignes de traitement médical avant de recevoir celui-ci. Donc nous avons donc 3 médicaments qui sont commercialisés, qui sont approuvés chez les patients porteurs de sarcome des tissus métastatiques et qu'on va adapter aux sous-types histologiques, la trabectidine pour tous les sous-types, l'anti-angiogénique pour tous sauf les liposarcomes et finalement l'éribuline pour un seul sous-type de sarcome qui sont les liposarcomes, quels que soient les sous-types de liposarcome. Donc cette diapo vous reprend globalement quelles sont les thérapies que l'on peut utiliser sous-type histologique par sous-type histologique chez les patients qui ont un sarcome des tissus métastatiques après progression donc sous doxorubicine. Un mot maintenant, puisque Sylvie m'avait demandé de faire un mot sur les sarcomes utérins. Est-ce qu'ils vont être traités lorsqu'ils sont métastatiques d'une autre façon que les sarcomes des tissus mous métastatiques qu'on met en général? Simplement pour se référer à l'histologie, peut-être que Sabrina en y a dit un petit mot tout à l'heure, qu'est-ce qu'on trouve comme histologie chez les patients qui ont des sarcomes utérins? Les premiers en termes de fréquence sont des leiomyosarcomes pour 60% d'entre eux. Les deuxièmes sont des sarcomes endométriaux, notamment des sarcomes endométriaux de bas grade pour 20 à 25%. Et après, on a les sarcomes extrêmement agressifs qui sont des sarcomes indifférenciés. Les 3 n'ont pas du tout le même comportement. Premièrement, on a des sarcomes du stroma endométrial de bas grade qui sont des tumeurs extrêmement indolentes, qui vont donc progresser sur de nombreuses années, qui peuvent récidiver, oui, tardivement, sous forme de métapulmonaire ou de métapéritonéale, mais des années plus après l'intervention chirurgicale. Mais ce sont surtout des tumeurs, celles-ci, qui sont très souvent expriment des récepteurs aux œstrogènes et à la progestérone. Donc ça peut être une piste de réflexion pour proposer un traitement. Et d'ailleurs, ce sont des traitements qui peuvent être proposés chez les patients qui sont métastatiques. Quel type? Soit des progestatifs, soit des anti-aromatases, ce qu'on va privilégier très souvent, soit des analogues de la GHRH.
Deuxièmement, on a les sarcomes indifférenciés, les anciens sarcomes du instrument endométrial de haut grade, qui là sont des sarcomes extrêmement agressifs, de très mauvais pronostic, qui eux par contre n'expriment pas de récepteurs ni à la progestérone ni aux estrogènes. Vous trouverez très peu de séries finalement dans la littérature et qui vont finalement donc être prises en charge et traitées comme des sarcomes de haut grade indifférenciés hors de l'utérus. Donc finalement, les sarcomes indifférenciés utérins métastatiques vont finalement être traités comme les sarcomes indifférenciés des tissus mous, doxorubicine, puis éventuellement donc les autres thérapies qu'on a à notre disposition. Les sarcomes du stroma endométrial de bas grade, parce que ce sont des tumeurs indolentes, parce que ce sont des tumeurs qui vont exprimer très volontiers donc des récepteurs hormonaux, vont être traités par hormonothérapie, première ligne anti-aromatase, et éventuellement si échec et progression deuxième ligne anti-aromatase, puis éventuellement donc un progestatif, puis éventuellement si à ce moment-là on a épuisé ligne d'hormonothérapie, passer une chimiothérapie type doxorubicine. Et puis, pour revenir donc à un sous-type histologique de sarcome qui est quand même très fréquent, qui sont les léiomyosarcomes. Est-ce qu'il y a de différences de prise en charge entre les léiomyosarcomes qu'on trouve au niveau de l'utérus et ceux qui sont extra-utérins? Pour vous dire mon impression, et pour ce qui est de la réalité quotidienne, non, ils sont pris en charge une fois que ces patients métastatiques exactement de la même façon. Qu'est-ce qu'on a comme molécule? La première ligne reste la doxorubicine, ça marche bien. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'ifosamine n'était pas intéressant parce que les taux de réponse ne le sont pas. Donc on évite de traiter les patients qui ont un léiomyosarcome par de l'ifosamine. Par contre, si on reprend les traitements dont on a parlé, notamment la trabectedine, qui est approuvée chez les patients qui ont un léiomyosarcome métastatique, si on reprend les études qui ont été faites, si on regarde dans la fameuse étude de phase 3 qui a permis l'enregistrement du médicament, qui a comparé la trabectedine au déticène, vous voyez que la médiane de PFS chez tous les patients, c'était 4,3 mois. Chez les patients qui avaient un léiomyosarcome non utérin, c'est 4,9 mois. Donc globalement, c'est à peu près superposable. Ça, c'est dans la phase 3. Si on regarde la vérité de la vraie vie, et notamment en bas à droite dans le programme d'Expanded Access Programme qui avait été fait aux États-Unis, vous voyez que c'était des patients qui avaient une médiane de survie globale, qui soit donc LMS utérin ou non utérin, de 16 mois. Et dans la compilation de 3 études de phase 2, en bas à gauche, qui avait regardé les effets donc, de la trabectedine en termes de PFS chez ces patients-là, finalement, donc, les patients étaient traités de la même manière et on n'avait pas de différence. Si les Américains ont quand même voulu regarder plus attentivement quelle était finalement l'efficacité de la trabectedine chez les patients qui avaient spécifiquement un sarcome utérin, un léiomyosarcome utérin dans l'étude de phase 3 américaine. Ils ont regardé, mais finalement c'est à peu près tout à fait superposable. Médiane de PFS 4 mois, 40% des patients qui reçoivent au moins 6 cycles, un contrôle, donc un clinical benefit rate, donc c'est-à-dire une réponse objective et un contrôle de la maladie dans 30% des cas, ce qui est tout à fait superposable à ce qui est retrouvé pour les autres léiomyosarcomes. Donc finalement, trabectedine aussi efficace chez les léiomyosarcomes utérins que les non-utérins. Donc traitement qui est très intéressant. Vous avez encore une diapo qui vous montre aussi la même chose, finalement, mais dite de manière un peu différente. Les courbes de PFS dans l'étude de phase 3 américaine à gauche, et finalement une juxtaposition de courbes de PFS chez les patients qui ont léiomyosarcome mais que de l'utérus, et pour lequel on peut remarquer que finalement la PFS la plus élevée et finalement la plus longue va être avec la trabectedine chez les patients qui ont un léiomyosarcome utérin. Les autres sont quand même beaucoup plus basses, notamment par exemple avec de l'ifosamine, voire même avec d'autres anticancéreux comme de la gemcitabine. Donc oui, la trabectedine est intéressante dans tous les léiomyosarcomes. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres options dans ce sous-type très fréquent de sarcome? La réponse est oui. Les Américains avaient beaucoup travaillé sur un schéma de combinaison de gemcitabine et de docétaxel qui n'est pas facile à manipuler parce que beaucoup d'effets secondaires. Et ils l'avaient comparé avec de la gemcitabine en monothérapie qui, même toute seule, peut être quand même intéressante dans ce sous-type de sarcome. Alors, on avait une étude américaine de phase 2 qui s'est intéressée à des sarcomes en général. Et dans ces sarcomes-là, il y en avait 30% qui avaient des léiomyosarcomes. C'est une phase 2. Chez des patients qui avaient été traités quand même lourdement, ça allait de 1 ligne de chimiothérapie à 4 lignes de chimiothérapie et avec un schéma bayésien d'inclusion des patients. Et cette étude montrait que finalement, combiner la gemcitabine au docétaxel permettait une meilleure d'améliorer la survie sans progression par rapport à la gemcitabine.
Cette étude a fait beaucoup parler d'elle par rapport notamment au fait que les patients avaient X sous-types différents, plusieurs lignes métastatiques reçues, et notamment par rapport au schéma bayésien statistique. Du coup, les Français étant quand même très déterminés, nous avons mené une même étude ou à peu près similaire chez les patients qui avaient un léiomyosarcome, utérin ou non utérin. Ils étaient stratifiés sur la situation anatomique et qui a comparé l'association gemcitabine-docétaxel versus gemcitabine. Ce que l'on a montré dans cette étude française, c'est que finalement, la gemcitabine fait aussi bien, ou en tout cas pas moins bien, ou que la combinaison ne fait pas moins bien que la gemcitabine. En termes de médiane de PFS, c'est tout à fait superposable, qu'on ait un léiomyosarcome utérin ou non utérin. Donc je peux vous dire que c'était un peu difficile à faire passer auprès de la communauté, ce qui reste toujours délicat. Mais on reconnaît quand même qu'à l'heure actuelle, que cette étude a eu le mérite d'exister, sélectionner seulement des patients qui ont un léiomyosarcome en deuxième ligne de traitement, donc population très homogène, très pure de patients, et donc qui a été menée avec rigueur, et qui finalement ne permet pas de déterminer quel est le bras de traitement qui est le plus intéressant. On a même fait, mais ça n'a pas été publié, finalement une méta-analyse des deux études. On a repris les patients de l'étude française, on a extrait les patients qui avaient un léiomyosarcome de l'étude américaine, il n'y en avait pas beaucoup, vous voyez, il y en avait 69, et quand on a poolé ces données, on s'aperçoit finalement qu'on est près des résultats de l'étude française, c'est-à-dire que vous recevez une monothérapie par gemcitabine ou une bithérapie par gemcitabine ou docétaxel, que vous ayez un léiomyosarcome utérin ou non utérin, la médiane de PFS est tout à fait superposable. Donc à l'heure actuelle, vous pouvez toujours utiliser la gemcitabine seule ou la gemcitabine combinée au docétaxel pour traiter ces patients-là, qu'ils aient un léiomyosarcome utérin ou non utérin. Ça fait partie aussi d'autres pistes de traitement que vous pouvez utiliser. Alors ceci pour montrer que les Américains, qui sont aussi très déterminés, ont refait une étude avec Gemsar et docétaxel que dans les léiomyosarcomes utérins, mais c'est une phase 2 qui n'a pas été comparée donc à autre chose, et vous voyez que la médiane de PFS elle est de 5,6 mois, ce qu'on a retrouvé donc en monothérapie ou en bithérapie dans l'étude française antérieure ou l'étude américaine antérieure. Donc finalement, les deux sont des traitements intéressants. Cette diapo qui vous résume exactement la situation actuelle. Pour les patients qui ont des léiomyosarcomes utérins, finalement, vous pouvez utiliser, donc après échec de la doxorubicine, de la trabectidine, ou la placer, de la gemcitabine seule, de la gemcitabine combinée au docétaxel avec quand même les problèmes de tolérance du docétaxel, voire même éventuellement de la gemcitabine combinée au déticène, parce qu'une étude espagnole a montré que l'association des deux faisait mieux que le déticène tout seul, notamment dans les léiomyosarcomes. Donc à l'heure actuelle, pour la prise en charge des léiomyosarcomes utérins et extra-utérins, honnêtement, il n'y a pas de différence pour nous. Ce qui est important, c'est de tenir compte de ce type histologique. Et puis pour finir, je dirais une espèce d'algorithme général de traitement. Tout à l'heure, j'ai commencé l'exposé en vous disant que la prise en charge de ces patients métastatiques dépendait essentiellement quand même du tableau dans lequel ils se présentent. Est-ce qu'on a une situation où finalement on a quelques métastases isolées ? Sans parler de chiffres, c'est sûr qu'au-delà de 10, ça devient quand même beaucoup, mais seulement dans les poumons. À ce moment-là, on va se battre carrément pour finalement mettre en réponse complète ces patients et essayer de les faire opérer leur métastase. Ça correspond à peine à 20% des patients, ou est-ce que vraiment on est d'emblée dans une situation complètement palliative dans laquelle jamais on pourra traiter efficacement les métastases à distance, ce qui correspond quand même à 80% de nos patients. Dans cette situation-là, c'est sûr que l'objectif, c'est de maintenir en vie le plus longtemps possible en préservant la qualité de vie de ces patients. On va commencer par une monothérapie par adriamycine et puis on va changer de ligne de chimiothérapie si le patient progresse donc au fur et à mesure des traitements. Donc tous ces traitements, même si on est dans une situation avancée, voire très avancée de leur maladie, doivent être discutés. Là aussi, en réunion de concertation multidisciplinaire dédiée au sarcome, donc dans les centres NERSARC, et vous voyez que franchement les décisions sont à l'heure actuelle essentiellement drivées par le sous-type histologique. Merci.